Le drapeau du Cameroun a semblé monter plus haut que d'habitude à la cour de service de la gendarmerie nationale ce jour de prise d'armes spéciale de 2024. Et pour cause. Je saisis l'occasion pour saluer également la mémoire d'un haut commis de l'État qui nous a quittés dans la soirée du 16 janvier 2024, en la personne du ministre Jean-Baptiste Bokam, qui a tenu fermement les rênes de la gendarmerie nationale pendant plus d'une décennie. Je voudrais vous inviter à vous lever pour observer une minute de silence. Un silence qui en dit long sur près de 12 ans de séjour de Jean-Baptiste Bokam à la tête de ce corps d'élite des forces de défense et de sécurité camerounaises. Bokam avait mis, je crois, 11 ans au gouvernement. Avant, vous admettrez avec moi que quand il arrive à la gendarmerie, c'est un homme d'expérience. Un samedi, je me rappelle, je vais à son bureau. Il était au bureau le samedi. Mon beau, viens, j'arrive. Et pendant que j'y étais, on entend boum, 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 boum. Tout le monde panique. Et il y avait des explosions. Je dis, mon beau, c'est tout. Quoi ça? Les coups de fil pleuvent. Ah, monsieur le ministre, nous ne savons pas ce qui se passe en ville. Bokam était de marbre. Il me dit, non, mais mon beau, assieds-toi. Tu es en train de crier là, posé. Le bruit ne faisait que... Je l'ai observé comme ça. Je dis, mais c'est quoi cette histoire-là? Les téléphones sonnent. Il y a même un général qui vient, qui demande à être reçu. Il dit, faites-le entre. Le général entre. Monsieur, il dit, non, asseyez-vous, mon général. Le général s'assied. Il dit, qu'est-ce qui se passe en ville? Mais moi, j'entends ces bruits-là. Oui, on ne sait pas, mais il faut qu'on se mobilise, il faut. Donc, comme il dit, non, bon, la mobilisation, c'est notre exercice le plus favori, le plus facile. Mais je pense qu'il faut d'abord envoyer une sorte d'éclaireur qui viendra nous dire exactement, d'abord, qui va repérer d'où vient le bruit et qui va identifier de quoi il s'agit. Le général dit oui. Moi, j'attendais que ce soit le général qui tienne ce raisonnement. Hein. Mais je vous dis que c'est Bokam qui a tenu. On a attendu 15 minutes, 20 minutes. Il s'agissait tout simplement des bouteilles de gaz qui ont explosé dans un camion. Vous devez vous rappeler de cette histoire. La violence routière était au centre de ses préoccupations et il avait pris cela à bras le corps. Donc chaque fois, même si 2 heures arrivent, il entend qu'il y a accident de la voie publique, que ce soit corporel ou matériel, il perdait le sommeil jusqu'au matin et essayait de comprendre comment c'est arrivé et quel est l'état des victimes, et quelles sont les mesures qui ont été prises. Il appelait tous ses collaborateurs, une réunion commençait au téléphone. Et c'est comme ça que sa nuit se gâtait. Et il revenait au bureau très tôt le matin pour prendre les mesures qui étaient appropriées pour que ce type d'accident ou d'hécatombe ne survienne plus. Il était tellement fier de cette initiative qu'il a mise en place, à savoir la sécurisation routière, parce qu'il estimait que ça avait aidé le Cameroun en sauvant beaucoup de vies. Cette panne vous empêche de garer la voiture de côté. Il n'y a pas moyen. On a tout fait avant que ça n'a pas pu. Quand il décède, il rentrait souvent à 3 h du matin. Et une fois, je lui ai demandé, mais tu dois te ménager. Tu dois essayer de te reposer. C'est pas possible à cet âge de faire autant, de travailler autant. Il m'a dit, je ne peux pas dormir tant que je ne suis pas sûr que les Camerounais dorment tous bien. Je ne peux pas dormir sans avoir revu tous les rapports de sécurité qui nous sont envoyés.
2017, il quitte une fois de plus un gouvernement qu'il connaît bien pour y être entré à 36 ans en 1988. Mais je dis que comment quoi, vous prenez Bokam, un jeune, un enfant comme ça, vous en faites un grand ministre parce que vous n'avez pas pu trouver chez nous. Monsieur Boulot, excusez-moi. Et tout de suite après, il n'est même pas, il est ministre, il est même, comme on dit chez nous, il n'est même pas encore très bien assis comme ministre. On le bombarde encore. PCA de la BISEC. Et que, comme on dit chez nous, le yewawa. C'est le long de sa pratique, de notre amitié, que j'ai découvert l'homme Bokam. C'était le Bokam. Il est parti au ministère du Travail pour le ministère des Travaux publics. Travaux publics qu'on a cumulés avec le transport. Il a été ministre des Travaux publics et des Transports. Je ne sais pas si vous mesurez ce que c'est. C'est-à-dire que non seulement les deux ministères, mais il y a des grandes sociétés d'État qui sont sous tutelle de ces ministères. C'est comme ça que Bokam a géré le port, la régie Fercam, la Camer. Hein? Attends, et à quel âge? Il est entré au gouvernement le 16 mai 1988, étant ce qu'on peut appeler l'homme qu'on n'attendait pas. C'était ça. Parce qu'à l'Est, personne ne le voyait. Puisqu'il n'était pas fonctionnaire, il était à la CNPS. Ceux qui pensaient que ça pouvait être eux, c'était ceux qui étaient dans l'administration, qui étaient à un niveau. Quand Bokam arrive au gouvernement, il est célébré et revendiqué dans au moins 3 régions. Ce sont les provinces à l'époque. Il est célébré et revendiqué dans son oignon natal, où on ne doute pas, c'est un Macamboans, tout le monde connaît. Mais il est célébré aussi dans le Nyon Infumu, parce qu'il a grandi chez sa tante à Tombo. Donc là-bas, on sait que, parce qu'il a grandi là-bas jusqu'à un certain âge, et on croyait que c'était l'enfant de sa tante. Il est célébré curieusement aussi à l'ouest, chez les Bamileke, à cause de la consonance de son nom, Bokam. En réalité, il s'appelle Bogam. Et le K a remplacé le G, curieusement, par son oncle qui était secrétaire d'état civil. Curieusement. Donc, les Bamileke aussi savent qu'il y a un de leurs qui est arrivé, qui s'appelle Bokam. Donc, il a devant lui, vous voyez que c'est une clientèle politique. C'était bien 88. D'ailleurs, il est entré au gouvernement. J'étais à la présidence de la République. Et en ce qui me concerne, septembre 90, 7 septembre 90, je suis honoré également par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, de ses fonctions gouvernementales. Je suis ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Nous nous retrouvons, c'est un aîné, c'est un ami. Et nous nous tenons la main au sens où c'est un défi de continuer à honorer le chef de l'État qui nous a fait confiance. Un as de l'administration, un animal politique formé à la bonne école. Quand il a été nommé au CED, je crois en 2006, jusqu'à son départ, il nous disait qu'il se met un peu en retrait de la politique politicienne compte tenu de ses responsabilités. Mais avant cela, ça a été, on va dire, un bourlingueur. Il a été sur le terrain. Toutes les campagnes, jusque dans les coins les plus reculés, pas seulement du département du Oignon, pas seulement dans le département du Oignon, dans toute la région de l'Est. N'oubliez pas que Jean-Baptiste, avec l'actuel secrétaire général, c'est eux qui étaient les petites mains qui ont fait le congrès de Bamenda en 1985. Il y était en tant que jeune cadre et tout et tout. Donc il a pris part au congrès de Bamenda. Et il a évolué dans le parti, il est devenu membre du comité central, il a porté le département du Oignon, il a porté la région de l'Est sur le plan politique. Par la grâce de Dieu et la volonté du chef de l'État, je me suis retrouvé ministre de la République
Et le grand frère était donc forcément, étant membre du gouvernement, était donc devenu mon collègue. Et j'ai beaucoup appris à ses côtés. Parce qu'au plan politique, Jean-Baptiste Bokam était une icône. J'ai eu à faire des campagnes avec Jean-Baptiste, l'aîné Jean-Baptiste Bokam. Je vous assure que lorsque, face à une situation, on croyait qu'on n'avait plus de moyens pour convaincre, pour convertir les militants, Jean-Baptiste avait le mot juste. Surtout, le proverbe juste. Il avait une grande maîtrise de la langue Maka, notre langue maternelle. Et Jean-Baptiste trouvait le proverbe juste qui débloquait la situation, toutes les situations qu'on croyait inextricables. Ce digne fils du département du Oignon a été un grand militant et un grand responsable de notre parti. Et nous avons donc pensé qu'il était utile de lui rendre l'hommage qui lui est dû, compte tenu du rang qui a été le sien. Il vous encourage d'aller postuler pour le conseil régional quand il soutient votre dossier de candidature, parce qu'étant quand même mandataire de la commission, son mot pèse dans la région. Du tout tribaliste, il allait partout. Et même en politique, nous nous sommes retrouvés. Il est passé même membre du comité central du RDPC avant moi. Mais n'empêche, quand on y était, et quand je voulais échanger avec lui en politique, il restait ouvert, il était tout à fait ouvert. Et voilà Jean-Baptiste. Je garde de lui un ami sincère. Je perds en lui un conseiller. Quand j'ai été nommé directeur général de l'EDC, j'étais obligé de travailler les élites de l'Est pour ce barrage compliqué, et j'ai eu à bénéficier de tout l'appui du ministre Bokam contre vents et marées, contre certains détracteurs, contre même certaines élites de l'Est qui n'étaient pas d'accord que ce soit quelqu'un qui n'était pas de l'Est qui dirigeait un si grand projet. Et j'ai pu compter de la protection, de l'appui constant du ministre Bokam. C'est pour ça que sa disparition nous a fait. Le ministre Bokam, pour moi, était cet aîné que chaque homme normal aurait aimé avoir dans sa famille. Essentiellement conciliant, bon conseiller, toujours pondéré. On n'aurait jamais imaginé qu'il pouvait être le patron des militaires. Mais c'était un homme ferme quand il le faut, mais agréable à vivre. Autant il rendait visite à sa maman, il allait la voir tous les jours. Autant également chaque semaine, il se faisait le devoir de fils, d'aller à la rencontre de mes parents. Et c'est ce qui a fait que, de son vivant, mon père a pris la décision d'en faire solennellement le chef de notre famille. Et Louis Bokam était le chef de ma famille. Ma famille perd là son chef. Jean-Baptiste Bokam, c'est un parcours de Bagbézé 1, son village natal, dans la région de l'Est, pour l'université de Yaoundé, avec une chute en France. J'avais beaucoup d'admiration pour lui. Parce que dans la promotion, il était le seul qui venait de toute la région. Vous vous rendez compte, toute une promotion, vous avez un seul étudiant en sciences économiques, et ça me paraissait un peu bizarre, d'autant plus que dans d'autres régions, pour une même année, vous pouvez retrouver 2, 3 camarades dans une famille,
dans un département 5, 6, 7 personnes, mais lui venait, il était seul de toute la région. Donc, ça veut dire que moi, personnellement, j'avais beaucoup d'admiration pour lui. Je crois que c'est la première chose qui m'attire vers lui, parce que je me dis, ah, mais voilà quelqu'un d'intelligent. Voilà quelqu'un d'intelligent, voilà quelqu'un qui sort d'une province. À l'époque, c'était la province, et à l'époque, l'Est était quand même une province pas très scolaire. Nous avons terminé avec l'université en 1976. Moi, je suis entré à l'ENAM. Lui aussi, d'ailleurs, nous avons présenté le concours ensemble, entré à l'ENAM. Je crois d'ailleurs que c'est la première fois qu'on organisait que les licenciés étaient sujets à faire un concours d'entrée à l'ENAM. On a commencé les cours. 2 semaines après, il me dit, et ta mère, tu sais, moi, je vais pas continuer avec vous. Je ne vais pas continuer avec vous. Mes aînés veulent que je reste à l'ENAM. Mais moi, j'ai trouvé une opportunité à la CNPS. Je vais y aller. Il dit, mais l'ENAM, c'est quand même mieux que la CNPS. Il dit, oui, mais, lui préfère aller, il me dit qu'il sera plus rapidement opérationnel. Il y a quelque chose qui nous liait, on appréciait particulièrement la vipère. Lui et moi. D'autres camarades avec, mais lui particulièrement. S'il y avait un plat de vipère chez lui, il faisait tout pour que je sois au courant et on mangeait là-bas. Et vice-versa. Quand j'avais un plat de vipère, il faisait tout pour venir chez moi. Ça paraît amusant. Lui qui avait une forte corpulence comme moi, c'est pas de la vipère qu'on le tient, d'autres mangeaient avec nous. Mais voilà, par exemple, quelque chose qui nous a unis des années de suite. J'ai une vipère, si Jean-Baptiste n'est pas dans la ville, je ne la fais pas préparer. Il a une vipère, il sait qu'il ne va jamais la manger seul. C'est un trait de caractère. Ce qui marque aussi son altruisme, l'amour qu'il avait pour les autres. Nos études en Europe, lui après, donc il a fait, il s'est inscrit en 3e cycle à l'université de Lyon 3 pour faire un diplôme d'études approfondies. Curiosité aussi, tout à fait par hasard, je m'inscrirai aussi à l'université de Lyon, mais pas à Lyon 3, mais à Lyon 2 pour en thèse de doctorat. Le bien nommé Jean-Baptiste, c'est le pur produit du séminaire catholique. Je pense que du séminaire, nous avons gardé un certain nombre de valeurs qui nous ont marqués, qui restent. L'amour du prochain, le sens de l'autre, l'engagement, la fidélité, la loyauté, le service de la communauté, le service de l'autre. Et je crois que toute la vie, c'est bien la vie publique, la vie privée du ministre Bokam aura été marquée du sceau de ces valeurs, l'engagement politique. J'ai également été frappé, c'est l'une de ses caractéristiques, par la passion qu'il portait à chacune de ses actions, à sa mission. Jean-Baptiste Bokam était un homme de passion, un homme passionné, qui aimait ce qu'il faisait, qui avait la foi en ce qu'il faisait. C'est aussi une des vertus, je crois, de notre formation au séminaire. Nous avons refait le lien avec le passé. Nous exerçons nos fonctions, notamment ministérielles, et nous faisons vibrer cette dimension-là de la spiritualité, comme je vous l'ai dit. Et nous nous sommes obligés à jouer notre rôle d'aîné, chacun interpellant ses cadets. Nous avons chacun répondu à nos vocations respectives. Ceux qui étaient appelés à vocation sacerdotale ont suivi ce chemin jusqu'au bout. Ce que Dieu a appelé sur d'autres pistes, comme nous, pour servir l'État comme fonctionnaires,
nous y sommes engagés. La Bible que vous voyez là, nous on a trouvé un petit nom à la Bible, c'était le livre rouge. C'est que chaque fois qu'on restait tard au bureau, à un moment donné, il dit mon beau, j'arrive. Hein. Il se retire, il tient un petit livre rouge. Il part et puis il revient. Alors, à force de voir ça, j'ai dit que, mais mon beau, ça c'est quoi là? Il m'a dit, mais c'est la Bible. Savez-vous que chaque jour, Bokam prie avec tous ses enfants en vidéo, chaque jour à 20h. Papa, nous sommes prêts. Nelly est déjà en lit. Christian, oui, tac. Ils se mettent à prier. Maman, c'était quelqu'un de très pieux. Il a été au séminaire, il a toute sa carrière, toute sa vie personnelle et professionnelle été guidé par Dieu, par la Bible. C'est quelqu'un qui faisait le rosaire 2 fois par jour. Donc c'est à ce point-là qu'il était pieux. Dans le premier héritage, c'est la prière. Quand les choses ne vont pas, quand les choses vont bien, c'est d'abord la prière. Il avait une foi en Dieu inébranlable. Quand vous arrivez dans son bureau à l'époque au CED ou à la maison, vous avez vu, il y a une grotte où on prie. Il était tout le temps en train de s'appuyer sur ça, en train de prier. Il y avait très souvent des prêtres qui venaient autour de lui pour l'accompagner dans la prière. Donc cette foi insurmontable est, à mon avis, ce qui leur a permis d'aller au-delà de toutes les étapes, toutes les épreuves qu'il a pu subir dans sa vie, avec la même espérance. L'homme de Bagbézé I, attaché à sa région, à ses racines, au développement de la région. Je l'ai vu. Pour la première fois quand il vient au gouvernement, nous étions encore des lycéens. Mais lorsqu'il arrivait là où nous étions, c'était un événement déjà. De voir un fils Mbouanz ministre, le premier des Mbouanz qui était ministre. Donc ça faisait déjà l'événement que de le voir. Lorsque les plus hautes autorités de la République ont conféré la fonction actuelle, c'est vers lui directement que je suis allé pour prendre les premiers conseils. Comment on fait lorsqu'on a une telle responsabilité publique? J'essaye, avec les petits moyens que j'ai, d'encadrer les populations. Je suis venu vers lui poser le problème de dire que je voudrais qu'il adhère à cette coopérative, que son image à elle seule pourrait drainer les populations et susciter l'intérêt des populations à cette coopérative. Il m'a dit spontanément, oui, je vais y aller. J'ai mis ma cacoyère que je voudrais entretenir. Il faudrait même d'ailleurs que tu viennes avec moi pour voir ce que c'est. Et d'ailleurs, je voudrais même vous accompagner en préfinançant les activités de votre coopérative pour qu'elles soient plus sérieuses, parce qu'à travers elles, ça pourrait sortir certaines de nos populations de l'obscurité, de la pauvreté. Jean-Baptiste était président de l'association, le comité de développement de son arrondissement. Je crois que c'est ADM. Il en était le président. Et comme l'a si bien dit le président de la République, ne devient pas président de l'ADM qui veut, mais qui peut, parce que les Mbouanz, c'est une composante de la communauté Maka, ne sont pas toujours faciles à convaincre et à gérer. Mais pendant de longues années, Jean-Baptiste Bokam a été le président de cette association-là. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le développement de son arrondissement, de son département, la région de l'Est, était une préoccupation forte pour lui. Tout premier, Mbouanz à devenir membre du gouvernement en 1988. Et donc ce ne fut pas très facile pour lui de porter cela, notamment du fait d'ailleurs qu'il est arrivé là tout jeune, mais il a pris ses responsabilités à bras le corps, il a porté sur le plan politique, sur le plan administratif même, il a porté le département et même la région de l'Est sur ses épaules. En 1992, c'est grâce à lui, parce que le décret qui crée les nouveaux districts en 1992, on avait oublié Angossas. On avait oublié Angossas, c'est, je crois, Mindourou, mais c'est grâce à lui que quelques temps plus tard, un autre décret est sorti qui faisait de Angossas un district. Une carrière remplie, mais pourtant faite de haut et de bas, de joie et de peine. Et à l'époque, il me disait, Armel, il me disait, fiston,
si tu arrives à compter tous tes amis avec tous les doigts de ta main, c'est que tu en as trop. Je me suis dit, c'est impossible, ça. À 16 ans, 17 ans, tous nos amis sont nos amis. Nous avons tous des copains, j'en ai 15, 20, je commence à énumérer tous mes amis. Il me dit, quand tu seras grand, tu comprendras. Quand vous avez été membre du gouvernement et vous avez ce parcours en dents de scie, chaque fois que vous revenez, ça vous rend beaucoup plus humble. Et c'est ça, ce que moi j'ai retenu de mon grand frère. C'est cette humilité-là. Et lui-même s'en amusait. C'est-à-dire que mais quand tu n'es plus là, ton téléphone ne sonne plus. Tous ceux qui venaient souvent vers toi, tu ne les vois plus. Et un jour, nous avons été on s'est retrouvés un peu par hasard en France. Et j'ai appris qu'il était là. Il a appris que j'étais là. Et puis avec quelques frères de la communauté à Paris, nous sommes allés lui rendre visite. On a fait vraiment la tournée des Grands-Ducs. On a rendu visite. Il n'était plus aux affaires. Moi, j'étais maire. Et puis, on a décidé de terminer en boîte de nuit. Alors, moi, c'est des amis qui m'invitaient, mais il a accepté volontiers de nous accompagner. Alors, en boîte, au bout d'un certain temps, il me dit, mais qui va payer la facture? Mais ce sont mes amis. Il me dit, non, tu sais quoi? Tes amis risquent d'aller se vanter que le grand frère de Christophe, là, n'a même plus d'argent. C'est lui, c'est nous qui avons payé les factures, nous l'avons invité, nous l'avons pris en charge. Il me dit non, je ne peux pas accepter que mon honneur soit bafoué comme ça. Prends la facture, tu me la portes, et je crois que la facture a dû coûter, quand on convertit, il a payé avec sa carte bleue, la facture devait tourner autour de 500 000 francs. On était avec tous les champagnes qu'on avait bu et tout. Et voilà un peu il me dit, mais quand je vous regarde, vous êtes tous mes cadets. Je ne peux pas accepter que vous payiez la facture alors que moi je suis là. Je suis encore PCA de la BICEC. Je ne suis plus ministre, mais je suis encore PCA de la BICEC. Des déceptions, il en a eu. J'ai par exemple un ami, quand Boukam parle de la gendarmerie, il a voyagé, il est allé aux États-Unis chez son fils à Hamel. Et un matin, il m'appelle au téléphone. Mon ami là, il arrive chez moi. Vous savez ce qu'il me dit? Oh, dis donc, toi aussi tu parles, c'est un has-been. Laisse-le, tu crois même qu'il va revenir là où il est là-bas? Quand il sort du gouvernement, c'est là où l'affaire des milliards est développée. On dit qu'il a fêté des milliards. Et l'histoire, c'est quoi? C'est qu'il faisait le baptême de ses enfants, puis on doit boire quand même un peu de champagne si on est membre du gouvernement. Et il y a des gens qui ont dit qu'il a fêté 7 milliards. Donc, ce qui fait que quand il sort du gouvernement, non seulement il est abattu par le fait qu'il sort du gouvernement, mais il doit affronter donc l'hostilité très violente. Parce que tous les jours, moi, son ami, je vous assure que moi-même j'ai subi. Parce que, je vous raconte une anecdote. Pendant que je faisais le sport avec lui, de temps en temps, une personnalité qui m'approche et qui me donne sous forme de conseil, en me demandant, mais on te voit marcher avec un homme qui est fini, avec un has-been. Comment toi, un jeune cadre de l'administration comme ça, tu peux te mettre avec des personnes de cet acabit-là? Donc, pour dire la violence qui était celle-là, et ça a été renforcé parce que quand on a parlé des milliards, par la suite, on a tout fait pour trouver l'origine des milliards. Parce qu'on a dit, il a détourné l'argent de la route d'Ayos-Bonis, voilà. La route d'Ayos-Bonis, c'était des milliards. Il y avait aussi la route des Étoiles. Et on disait, tout cet argent, il a détourné. C'était tellement violent. Il y a un de ses frères, un jour, qui va au village et qui dit, il rencontre les gens, et il leur dit, ok, bon, moi, je sors de Yaoundé, je me suis arrêté à Kondengui pour donner les oranges à Bokam, qui est en prison. Pure invention de ses détracteurs, Jean-Baptiste Bokam n'aurait jamais détourné ni distrait un seul copec de cette route reliant la capitale
à sa région adorée. Comme le montre à suffisance l'ancien gouverneur de la province de l'Est et lui, ministre à cette époque-là. La population, n'est-ce pas, déjà dans le Oignon, certaines personnes ne comprenaient pas qu'il soit ministre des Travaux publics et qu'il n'y ait pas une route bitumée qui reliant, n'est-ce pas, Yaoundé et Bertois. Mais je crois que pendant son séjour aux Travaux publics, il a contribué, n'est-ce pas, à la mise en place, c'est-à-dire qu'il a contribué à la construction, n'est-ce pas, de ce projet. Parce que la route va être construite après lui. Mais on ne peut pas dire que ce n'était pas une génération spontanée. À nos décisions privées, ça l'embêtait d'ailleurs de ne pas... C'est-à-dire le projet était déjà dans le pipe. Le projet était déjà dans le pipe et c'était le plus important. Les convictions n'ont jamais varié d'un iota, même pendant ce que vous appelez la traversée du désert, qui n'en était pas une en réalité, puisqu'il est resté engagé, fidèle à ses convictions, fidèle au chef de l'État. Quand il se retrouvait seul, il lui restait quand même son sanctuaire, sa famille. Mon père a toujours été très attaché à ses enfants parce qu'il a été fils unique. Donc pour lui, ses enfants, c'était ses amis, c'était ses frères, c'était ses sœurs. Donc on a toujours eu une relation, pas nécessairement de père en fils, mais de frère fraternel. Il nous écoutait, il nous donnait, il écoutait nos opinions, il nous donnait la voix même quand nous étions jeunes. Mais en réalité, notre relation s'est vraiment développée la première fois qu'il est sorti du gouvernement. Parce qu'il s'est retrouvé seul et ne pouvait compter que sur ses enfants. Et c'est là où nous avons créé cette connexion que nous avons gardée jusqu'à la fin de sa vie. Je perds en lui un parent attentionné par rapport à ses enfants. Parce que c'était un de nos soucis à deux. Il fallait bien encadrer les enfants, veiller sur eux. Ça, c'est un des points. C'est dommage que ceci arrive quand sa tante épouse Janine n'est pas là. Mais c'était quelqu'un qui savait comment encadrer la famille. Ma bien-aimée, le ciel s'est obscurci. Je n'avais jamais imaginé que tu partirais ainsi, si brusquement, si brutalement, si violemment. Je suis terrassé, je suis écrasé. D'où me viendra la force de me relever? La mort du loup. La mort du loup, ce joli poème où le fait de devenir déclame gémir, pleurer, prier est également lâche. Fais énergiquement ta longue et lourde tâche dans la voie où le Seigneur a bien voulu te placer. Puis, souffle et meurt sans crier. C'est là la vie de Jean-Baptiste. JBB aimait bien cette vie et les gens qui partageaient son quotidien. Comme nous le disons au Cameroun, nous sommes tous ensemble. Je vous remercie. Des combats, il en a connu, mais il en a choisi un, le bon combat, celui de servir. De servir avec loyauté, fidélité et passion.